Hello, salut tout le monde, on est sur la chaîne, c'est Alzi, bienvenue à tous, on va pouvoir commencer le stream. Je suis avec Louis-Augustin en ligne, notre expert en synergologie et en communication non verbale. Donc dans la Jedi Classroom ce matin, on a déjà parlé des coulisses de la communication, de nos mécanismes, de nos automatismes et comment on pouvait les observer, en tirer avantage et puis être plus efficace dans sa communication. Donc l'idée de magicien de la communication, c'est de révéler votre magicien de la communication que vous êtes déjà en fait, puisque vous faites des tours de magie tous les jours. C'est juste que personne ne met le doigt dessus et vous dit que c'est un tour de magie. Mais en tout cas, votre cerveau, c'est une machine bien magique et on va voir ça plus en détail avec Louis-Augustin. Salut Louis-Augustin. Alors, je vais régler, on a eu des petits problèmes techniques au Salut démarrage. Du coup, on te voit un tout petit à peu. tous. Alors, je sais comment on règle ça tout de suite. Il faut juste que je t'enlève et que je te remette. Ça va, tu nous entends en tout cas? Moi, je vous entends, ouais. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, on t'entend, on est là. Ok, super. Bah oui, Discord, c'est bon, c'est ça. Et du coup, je vais voilà, retravailler ça en 2 secondes. Bon, ça va, comment ça va avec cette situation un petit peu, le couvre-feu, tu vis ça comment? Et ben moi, ça va, moi, ça va. Écoute, la forme. J'ai plutôt bien vécu le confinement en soi, donc c'est pas un petit couvre-feu de 21 heures qui va être compliqué. Mais non, mais en fait, j'étais pas là ce week-end, donc déjà, j'ai l'impression de pas trop le vivre. Il fait jour de moins en moins longtemps, donc je sais pas, enfin, en tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'espère que toi aussi. Et bonjour à tous, du coup. Je suis content d'être là et je suis content de pouvoir échanger avec vous. Cool, bah du coup ouais bah déjà on va parler un petit peu, donc c'est ça, explique-nous, j'ai mis analyste comportemental, c'est comme ça que tu définis ton métier? Dac, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Alors, c'est une bonne question. Ça veut tout et rien dire, en ce sens que, un peu comme le coaching il y a quelques temps, il y a pas de cadre vraiment bien défini. C'est comme le mentalisme, etc. Et un peu mentaliste qui veut, je sais pas si c'est toujours le cas, et était un peu coach qui veut. Maintenant, c'est semble un peu plus structuré, et c'est le cas de l'analyse comportementale. Donc, en soi. Tout le monde pourrait se dire analyse comportementale. Moi, j'ai choisi ce terme au départ parce que comportementaliste, j'y voyais deux inconvénients. Déjà, quand je tapais, déjà à l'époque, il y a 3-4 ans, quand je tapais comportementaliste dans Google, je tombais sur des professionnels du comportement des animaux, en l'occurrence des chiens et des chats. Et bien que ce soit très intéressant, c'est pas trop ce que je fais, donc je trouvais ça un peu. Enfin voilà, j'avais envie de trouver autre chose. Et il y a un côté comportementalisme aussi qui a pour idée de dire que, en fait, en modifiant notre comportement, on modifiera aussi notre état d'esprit et la personne, enfin, et la personne qu'on est plus ou moins entièrement. Et ça, autant je pense qu'en effet, notre comportement a un impact sur sur notre état d'esprit, autant je pense que ça a des limites. Je pense pas que ça puisse. Je pense pas qu'en se forçant à ne plus faire tel ou tel geste ou en se mettant à faire tel ou tel geste, je pense pas qu'on modifie profondément notre personnalité. Du coup, étant un peu en désaccord avec cet aspect du comportementalisme, et puis puisque j'ai un esprit peut-être un peu cartésien, que j'aime bien la science, etc., le côté analyste m'allait bien. Et du coup, comment j'en suis arrivé là? Je crois que c'était ta question. J'ai fait une école de commerce il y a quelques années, école de Ouais. commerce pendant laquelle j'ai regardé une série américaine qui s'appelle Lie to Me. Ouais, on en parlait ce matin, J'étais en deuxième année grande d'école, j'étais série, en moi aussi coloc avec. j'ai beaucoup suivi. Ouais. Vas-y, vas-y, continue, ouais, c'est une Moi, très bonne série. je pense que je pense que j'ai regardé chacun des épisodes, je sais pas, 20, 30, 40 fois peut-être. Ouais. Avant de m'apercevoir, j'étais en coloc avec un pote à l'époque qui s'appelle Quentin, je sais pas s'il nous regarde, mais je l'embrasse. Et en fait, on s'est un peu engrainés tous les deux d'une certaine manière en se disant, tiens, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que? Ouais. Et donc, on a commencé à beaucoup lire, à aller à des conférences, à s'apercevoir qu'il y avait des formations et des diplômes.
Et puis c'est là où nos chemins se sont un peu séparés parce que lui n'a pas franchi le pas encore et moi j'ai commencé à mettre un pied dedans. Et non seulement je me suis découvert une curiosité que je pensais pas trop avoir, un côté studieux que je pensais pas trop avoir non plus, et surtout une deuxième passion entre guillemets pour tout ce qui est discipline autour du comportement humain. Je dis deuxième passion parce que je regrette pas du tout d'avoir fait mon école de commerce. Et je pense même qu'à l'heure actuelle, pouvoir matcher les deux, c'est une vraie plus-value pour moi. Enfin, en tout cas, je suis content de Ok, pouvoir utiliser ces deux champs de compétences au quotidien dans mon métier. ok, Light to Me, du coup, avec Paul Ekman, et puis tu t'es formé aussi avec l'Institut Paul Ekman, du coup, c'est ça. Comment ça se passe cette formation? Exactement. Donc en fait, moi j'ai plusieurs outils, plusieurs diplômes à mon arc. Et puis plus je commençais des formations et plus j'avais envie d'en apprendre. Alors pour faire un focus sur Paul Ekman, dont je crois c'est le but de ta question, c'est donc un psychologue américain qui a supervisé au moins la saison 1, me semble-t-il, de Lie to Me. C'est un psychologue qui a fait tout un travail hyper important sur et de qualité sur les micro-expressions faciales. Il a mis en exergue le fait qu'il y avait 7 micro-expressions faciales qui étaient visibles sur le visage en une fraction de seconde lorsqu'elles étaient ressenties par l'individu à l'échelle planétaire. Et en effet, via son site paulekman.com, Groupe. enfin, .com, eh Ouais. bien, on peut se former, pardon? On Ouais, peut c'est se ça, former Paul Ekman à la Group. détection des... Tout à fait. Ouais, Paul Ekman Group, ouais. Ouais, ok. PSG, et donc, du coup, je me suis formé à ça notamment. Ok, et ça, ces micro-expressions, Pour cette série, utiliser en fait, ça t'a ouvert du coup un peu un nouveau monde sur le comportement, les micro-expressions. C'est quoi ce que tu fais en fait dans ton travail concrètement? C'est une bonne question. De manière concrète, j'aide mes clients dans leur prise de décision, je dirais. Ouais, Donc en fait, je vais avec eux. Alors, il y a deux facettes du métier. Il y a une facette plutôt active et une autre plutôt passive. J'ai l'impression que celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui est plutôt passive. En l'occurrence, celle qui est plutôt active, je suis un peu moins dans l'observation. On est un peu plus dans la négociation, la médiation, mais en tant que négociateur et médiateur. Donc l'analyse comportementale, c'est un peu moins ce qu'on vend. Et sur la partie plutôt passive, qui est de l'analyse comportementale pure et dure, il y a plusieurs façons de faire. Il y a deux principaux champs qui sont demandés par les clients, la partie recrutement et la partie rendez-vous un peu commerciaux au sens un peu large. Ça peut être rendez-vous avec des fournisseurs, ça peut être rendez-vous avec des bidders, c'est-à-dire enfin, dans le cadre ceux qui mettent d'une soutenance d'appel les d'offres avec annonces, ouais, les appels d'offres. D'accord. Et voilà, ceux qui répondent aux appels d'offres. Ça peut être, ouais. ouais, j'allais te demander en fait pourquoi des gens ont besoin de quelqu'un d'autre pour prendre une décision, pour pas pour prendre, mais pour les aider à prendre une décision. Qu'est-ce qui fait, quels sont les mécanismes qui jouent là-dedans en fait? En fait, le cerveau, moi je pense que la prise de décision humaine est plus ou moins par définition irrationnelle. Notre cerveau est ainsi fait qu'en fait, avec le système 1 et le système 2 enfin, découvert et développé par Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, enfin, psychologue, desquels découlent tous les biais cognitifs qu'on connaît à l'heure actuelle. Je pense qu'avoir une prise de décision qui soit 100% objective, c'est quasiment impossible. Et en même temps, c'est pas forcément une fin en soi. Mais du coup, le but, c'est que quand on prend une décision, parce qu'on est chef d'entreprise, parce qu'il y a un peu de gens qui peuvent être concernés, parce que ça peut impacter différents départements de la structure, parce que ça peut avoir un impact financier assez important, parce que c'est une prise de décision en jeu dans un timing assez court, ça peut être important que de se faire aider pour s'assurer que la communication entre les différentes parties soit la meilleure possible. En fait, on en a déjà pas mal discuté tous les deux, on a déjà eu l'occasion de voir ça à plusieurs reprises, mais c'est vrai que, en fait, quand on se met dans un schéma de pensée qui tend vers telle ou telle option, peu importe la taille de l'entreprise d'abord, étant humain, en fait, on a des ressentis, on a des intuitions qu'on sait pas forcément, et puis on a des émotions aussi, qu'on ne sait pas forcément nommer, qu'on ne sait pas forcément
dont on n'a pas forcément conscience et qui nous guide dans une direction qui, heureusement, très souvent est la bonne. Et puis parfois, c'est pas forcément le cas et on s'entête un peu. Et là, l'idée, c'est qu'en étant externe, en étant en capacité de comprendre les différents enjeux et de voir ce qui est dit, pas dit, et sur ce qui est congruent et un peu moins, ça permet de rapporter un peu, ce serait présomptueux et probablement trop fort que de dire qu'on aide, enfin qu'on fait avoir des décisions pleinement conscientes conscientes et comment ça s'appelle et objectives à nos clients. Mais cela étant dit, c'est un peu l'objet quand même. L'objet, c'est de les challenger sur communication, s'assurer que dans l'échange que eux ont avec leur interlocuteur, tout soit bien dit, tout soit clair, et mettre le point lorsque c'est nécessaire. Soit, si on prend l'exemple d'un recrutement, par exemple, parce que souvent j'ai l'impression que c'est un exemple un peu clair, dans le cadre d'un entretien de recrutement, le candidat, il y a de grandes chances qu'il soit un peu stressé, si c'est un poste qu'il veut vraiment, qu'il soit un peu challengé, qu'il ne soit pas forcément qu'il est lui-même. Et du coup, dans ce genre de situation, c'est facile pour lui de se survendre, mais de manière un peu stressée, et que du coup, le recruteur voit ça de manière un peu négative. Et une partie de mon métier dans ce genre de situation, lorsque c'est le cas, c'est de dire au recruteur, là, vous voyez ça comme du stress de manière un peu négative, mais en fait, non, non, c'est positif, ça traduit la motivation, ça traduit une compréhension de la fiche de poste, etc. Alors, bien sûr, parfois, il y a le côté un peu négatif, ou en tout cas, il y a l'opposé qui est présent, c'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il est motivé, qu'il l'est pas trop. Mais l'idée, c'est d'avoir en bonne intelligence, de manière éthique et avec ouais, une éthique et une bienveillance qui soit la plus forte possible pour que, et pour mon client et pour les gens avec lesquels mon client échange, y compris lorsque ce sont des candidats, et bien que la relation et la qualité de la communication soient la meilleure possible. Et donc, comme Dr. Lightman dans Light to Me, tu as fondé Calon Group, qui est en fait un, bah voilà, une entreprise pour aider, enfin une entreprise B2B en fait pour aider justement à prendre des décisions, à faire du recrutement. C'est ça. Exactement. Alors moi, t'insistes sur le côté B2B, c'est vrai que chez Calon Group, c'est uniquement ce qu'on fait. Cela étant dit, moi, ça m'arrive de faire un peu d'accompagnement à titre perso, enfin en tout cas un peu en dehors de la structure. D'accord. Euh, alors, Calon Group, Pardon? Non, non, rien, je t'écoute. Calon Group, j'étais pas forcément à l'aise au départ avec le fait de lancer une structure qui porte mon nom, parce que je trouve que ça fait un peu mégalo, que ça fait un peu prétentieux, etc. Cela étant dit, dans le monde du conseil, qui est un peu le secteur auquel j'essaie de m'identifier ou auquel je me rattache, c'est assez courant. Groupe, parce qu'en effet, on est un groupement d'experts, de professionnels, de la communication, de la négociation, etc. Et l'idée, alors à l'inverse peut-être de Lightman Group dans Light to Me, on travaille un peu enfin assez peu sur le mensonge. Alors, on travaille sur le mensonge, mais déjà, on ne parle pas de mensonge et pas de vérité, on parle plutôt d'authenticité et de non-authenticité ou de rupture d'authenticité, peu importe. Mhm. Mais vérité, mensonge, même s'ils sont des situations et sont des points parfois, sur lesquels parfois on a besoin de travailler, ça reste quand même un peu fort comme terme, notamment dans l'inconscient de pas mal de gens, il me semble. Et donc, du coup, on a un peu moins ce côté qu'il y a dans Lie to Me de détection de vérité, etc. Mais dans les valeurs de Lightman, etc., il y a un peu de ça, ouais. En étant un peu moins show-off et on travaille pas encore avec la police, peut-être un jour, mais oui, c'est une espèce de modèle, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est vrai que Lie to Me est mentaliste aussi d'une certaine manière. Et puis un peu plus récemment, Bull, je ne sais pas si vous connaissez cette série sur les sciences du procès, mais enfin bref, je suis très Ah ouais, non, intéressé par, je connais pas voire cette même série. passionné, par la psychologie. C'est le vendredi soir à l'heure actuelle sur M6. Ok. Donc, le vendredi soir, c'est pas forcément la meilleure des soirées. Cela étant dit, maintenant qu'on est confiné à Paris et puis à Marseille également, si Ouais. tu sais pas quoi faire vendredi soir, je te conseille Bull sur Ouais, puis l'A6. il y a les replays aussi, ça, je pense, c'est facilement atteignable. Est-ce que tu as Exactement. vu une série qui s'appelle Perception aussi mais ça, c'est plus sur Netflix ou quoi. Ça parle beaucoup de psychologie et de perception. C'est
un prof de neurosciences en fait qui explique plein de concepts de psychologie. C'est assez cool. Et ce que tu disais tout à l'heure Alors, je vais sur... regarder parce que Ouais, vas-y, hein. Ça s'appelle sur Perception. Netflix, vite fait, si tu me parles de ça. Ouais. Je regarderai, mais sur Netflix, puisque tu me parles de ça, il y a deux autres séries qui sont, enfin, qui m'ont l'air de tourner un peu autour de ce côté psychologique. C'est Mindhunter Ouais, et, j'aime beaucoup aussi. et Manhunt. Ok, Manhunt, je connais Voilà, pas. s'il y a besoin de recommandations de séries. Bah ouais, ouais, c'est toujours cool de partager les bons plans séries. Euh, du coup, tu parlais de système 1, système 2, et surtout ce qui était intéressant, moi j'ai trouvé, c'est de dire que en fait, on n'a pas toujours toutes nos capacités à pouvoir prendre des décisions, et qu'il y a des moments où il faut peut-être savoir identifier que on a l'impression de l'être, mais comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire la différence? Enfin, comment est-ce que tu sais quand t'es influencé, que t'es biaisé et que tu prends pas vraiment des décisions, quoi. Alors c'est difficile parce que par définition, comment savoir qu'on est biaisé alors qu'on est en train d'être biaisé? C'est difficile enfin, Eh il oui. faut réussir à avoir une espèce de forme de recul. On était en train de se partager des séries et du contenu vidéo. Bon, j'ai pas vu toutes les vidéos, mais si l'esprit critique, qui à mon avis est un bon outil pour essayer de prendre ce recul et essayer de sortir de situations où on a peu biaisé, si l'esprit critique est un point que vous voulez développer chez vous et sur lequel vous voulez en apprendre un peu plus, je vous recommande sur YouTube la chaîne qui s'appelle Hygiène mentale. Parce que les quelques vidéos que j'ai vues sur comment ça fonctionne, sur les biais cognitifs notamment, etc., est hyper qualitatif, je trouve. Et donc je vous recommande ce contenu. Comment savoir qu'on est emprunt à des raccourcis, qu'on est en train de se biaiser soi-même, etc., et qu'on est en train d'être dans l'empirisme, etc. C'est difficile. Moi, j'ai tendance à dire que plus on est sûr de quelque chose, alors on est dans la prise de décision, donc plus on est sûr que cette décision est la bonne, plus on est sûr que cette décision est pas du tout pour nous, etc., plus probablement c'est le moment de se dire, ok, je suis arrivé à cette conclusion, mais est-ce que j'ai vraiment bien observé l'ensemble de tout le panel? Ça me fait penser, et puis après il faut que j'arrête, mais ça me fait penser à une autre vidéo sur YouTube, un TED d'Oussama Bouis sur la complexité, Ouais, où il explique notamment comment le fait de redonner de la complexité à des prises de décision permet de finalement arriver à une certaine simplicité. C'est un peu raccourci ce que je dis, mais arriver à une certaine simplicité dans la prise de décision. En fait, il dit que quand on a une prise de décision un peu importante, ajouter de la complexité à cette prise de décision avant de ensuite refermer pour justement prendre une décision, c'est probablement une bonne façon de faire pour être le plus objectif possible. ok, super. Moi, je Ben, pense que l'objectivité, c'est pas forcément quelque chose. vas-y, Dis, pardon? je te laisse finir sur l'objectivité. Je disais juste que justement, il y avait Axel qui avait réagi dans le chat. D'ailleurs, hello Axel, hello Jay. Et il voulait savoir c'est quoi tes influences, c'est quoi tes séries, justement, si t'en as d'autres. Moi, je note un petit peu et après, je mettrai tout dans le Discord. Donc voilà. Vas-y, dis-nous Ouais. tout. Ouais, donc pour finir, ou en tout cas avancer un peu sur cette question, l'objectivité, je suis pas sûr que ce soit une fin en soi. D'abord parce que 100% d'objectivité, quand bien même ce serait quantifiable, ça me semble quasiment jamais possible. En plus, parce que le fait de rechercher l'objectivité à tout prix, ça demande à notre cerveau énormément de temps, énormément d'énergie, etc., qu'on n'est pas en capacité d'avoir, d'où le fait que de temps en temps, il utilise des heuristiques qui sont un peu ces raccourcis mentaux pour arriver à des situations qu'on a déjà vécues et pour du coup faciliter telle ou telle prise de décision. Donc en fait, quand on parle de système 1, de système 2, quand on parle de biais cognitifs, d'heuristiques, quand on parle de tout un tas de choses comme ça, il ne faut pas voir ça comme étant purement négatif. Le système 1 et le système 2, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais si on devait simplifier grandement, le système 1, c'est celui qu'on utilise, j'ai envie de dire 80% du temps, je n'ai aucune idée des chiffres, mais enfin, en tout cas, dans des proportions très fortes. C'est le système qui nous aide à. Enfin, c'est le mode.
dans lequel est notre cerveau lorsque on est capable de monter des marches dans le métro, par exemple, en écrivant un SMS sur son téléphone. C'est-à-dire que c'est une espèce de pilote automatique qui analyse l'ensemble de tout ce qui se passe, on met à notre conscience une toute petite partie et qui va nous permettre de nous diriger, de faire attention à la marche, de faire attention à ceci, cela. Ça, c'est le système 1, qui est donc une espèce de système qui consomme moins d'énergie, qui va plus vite là où on veut aller, enfin voilà, qui utilise tout un tas de raccourcis pour faire des choses qui nécessitent pas forcément de concentration assez forte. Ensuite, il y a le système 2, qui est un peu celui qu'on a utilisé, je ne sais pas si nos auditeurs enfin si, a priori, on a tous déjà plus ou moins passé des examens. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est quand on est en examen, à savoir, tiens, on me pose telle question, il faut que je fasse le lien avec tel cours, avec telle notion, avec tel ceci, tel cela, que je combine de telle manière. Enfin, c'est une espèce de focus sur une problématique pour arriver à produire quelque chose, une prise de décision, ça peut être un écrit, etc. Donc, c'est un peu les deux modes, système 1, système 2, qui ont été mis en exergue donc, par Daniel Kahneman et qui, au quotidien, sans que forcément on en ait conscience, nous permettent de fonctionner. Après, ce que tu disais aussi, c'est qu'on en a Voilà, donc en fait, pas juste un, mais on peut pas être que dans un seul mode. On peut pas. En fait, les deux modes, ils s'alternent toujours. C'est pas. exactement. Ok. Le système 1, c'est celui qui va faire naître en grande partie les biais cognitifs. Les biais cognitifs, il y en a à peu près 200 et un peu comme des heuristiques, sont donc des raccourcis mentaux qui nous aident à nous raconter des histoires, à nous raconter à nous-mêmes des histoires pour nous, une fois qu'on a pris une décision ou avant de prendre une décision, notamment pour nous faire prendre des décisions plus vite, et puis une fois qu'on a pris la décision, pour nous faire penser que la décision qu'on a prise était la bonne, notamment. Il n'y a pas que ça, mais voilà des exemples de biais cognitifs. C'est En Axel qui l'occurrence, il y a le disait biais de le confirmation. biais de validation, mon pire cauchemar. Il n'y a pas que toi, Axel, c'est le cas pour tout le monde. Alors, c'est déjà bien d'en avoir conscience. Le fait d'en avoir conscience fait que c'est pas pour ça qu'on va réussir à ne pas en être victime, entre guillemets. Puis surtout, je pense pas du tout que ce soit une finalité en soi que de pas avoir, de plus avoir de biais. Mais c'est étant dit, c'est vrai que il faut se dire que quand on a une prise de décision importante à prendre, et bien même si et que pendant cette prise de décision, à un moment donné, on se donne du temps pour être plutôt en système 2 parce qu'on est en train de chercher de l'information, etc. Et bien même pendant ce temps-là, parce qu'on a une capacité de concentration à un instant T et un réservoir de concentration journalier qui est limité, et bien même pendant ce temps-là, on va pouvoir être biaisé d'une certaine manière. Ok, ouais, ça c'est ce qu'on. Donc du coup, je reboucle un petit peu sur ce matin avec l'émission où effectivement on parlait des mécanismes, de ces automatismes qui sont un peu ces raccourcis qu'on se fait, qui sont des processus naturels de notre cerveau. C'est comme ça qu'on fonctionne. Autant le savoir et les utiliser à son avantage, plutôt que de vouloir à tout prix diriger quelque chose qui est indirigeable et parfois irrationnel, comme tu disais, quoi. Exactement, et surtout ce dont il faut avoir conscience, c'est que on a un réservoir de concentration quotidien qui donc, parce qu'on dort, se remet plus ou moins à jour de jour en jour. Et ce réservoir de concentration, quand on l'utilise sur des choses enfin, il faut essayer de cibler ce sur quoi on veut l'utiliser. Et c'est vrai que parfois on l'utilise pour des choses qui inconsciemment nous sont pas du tout utiles. Ça peut être le multitasking sur téléphone par exemple, etc. Et du coup, plus vite on utilise dans la journée ce réservoir de concentration, et plus vite on augmente les chances qu'il soit épuisé et que donc on soit en mode pilote automatique, plutôt un système 1 du coup. Et du coup, plus vite on augmente les chances que nos prises de décision soient moins objectives et peut-être moins pertinentes, si tant est qu'il puisse y avoir un lien entre les deux, Donc au final, quand tu proprement es parlant. fatigué, ça a un effet sur ton mindset, qui a un effet sur ta prise de décision et effectivement sur ton hygiène, enfin ton état d'esprit, quoi. Exactement. Autant, même si j'ai lu le bouquin d'Alrod, Al Elrod ou Alrod, je sais plus, Miracle Morning, Euh, autant je ne sais pas si se lever à 5 heures du matin ou en tout cas très tôt, ça correspond forcément à tout le monde. Autant je pense qu'en effet, je crois qu'il en parle dans son bouquin, autant je pense qu'avoir une espèce de rituel matinal qui inclut ou qui peut inclure
un lancement de la journée, notamment une arrivée vers des prises de décision et vers des séquences de travail, pas très longtemps après le réveil, qui soit sur du travail de qualité, sur du travail qui soit important pour nous. Ça, je pense que ça peut être un bon conseil, un bon conseil. Et garder ça en tête, ça me semble important. Ok, c'est quoi les. En gros, ce que tu dis, donc c'est t'analyses les comportements des gens. En fait, ça, c'est de la communication, donc ça passe par le verbal aussi et le non-verbal. Est-ce que tu vois beaucoup d'écart entre ce que les gens disent et ce que tu vois, en fait? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est... Alors, c'est une bonne question. Alors, peut-être que je peux commencer par pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Ouais, vas-y. Euh, En fait, alors déjà, parce que tu parlais de synergologie, en effet, moi j'ai un diplôme de synergologue, je suis synergologue, notamment, pas que, mais notamment. La synergologie parfois est décriée, et quand ça l'est, moi j'ai pas de problème à partager des articles ou des émissions radio où des gens tapent sur la synergologie alors qu'il n'y a pas de synergologue présent. Enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, la synergologie n'est pas une science à l'heure actuelle. And so what? La démarche nous permet de l'observation est scientifique. Est-ce qu'elle est parfaite? Probablement pas. Est-ce qu'elle est efficace et pertinente? J'en suis convaincu. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Je suis peut-être moi-même biaisé. Cela étant dit, pas plus tard que cet après-midi, j'étais en échange avec un gros institut de sondage, enfin bref, sur lequel on a travaillé sur une analyse de vidéos et a priori, ils étaient en capacité de vérifier nos dires et la pertinence était là. Donc, c'est pas un exemple qui permet de tout vérifier. Et puis moi, je ne suis pas à la base de la synergologie, à l'inverse du docteur Philippe Turchet avec lequel je me suis formé, donc qui écrit des bouquins sur la synergo. Donc oui, la synergologie est probablement perfectible. Oui, la synergologie n'est pas une science et probablement une pseudo-science. Non, ça ne me semble pas être un problème. Est-ce que toutes les sciences sont pertinentes? Souvent oui, parfois non. Enfin bref. Donc c'est important pour moi que de faire cette espèce de disclaimer. Je pense à Fabien Olicard qui fait ça assez souvent. Alors sinon, comment ça marche et pourquoi ça marche? En fait, dès lors qu'il y a un décalage entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on va montrer ou ce qui se passe à l'extérieur de nous, un décalage qui peut être verbal, un décalage qui peut être en termes de ressenti, en termes d'émotion, eh bien, il va y avoir une surcharge cognitive, donc une surcharge au niveau du cerveau qui va être présente. Et cette surcharge, elle n'est pas forcément consciente. Et par contre, cette surcharge, le cerveau va essayer de la diminuer au maximum, voire de l'éliminer le plus possible. Et pour ce faire, par mimétisme, parce que je vous donnerai quelques conseils, et puis parce que notre corps à des endroits assez parlants, eh bien, il va nous dire, tiens, gratte-toi à tel endroit, et mets-toi à cligner des yeux, donc la nictation, et tel ou tel changement corporel qui apparaît. Donc, ces changements corporels, ils sont à mettre en relation avec, souvent avec le verbal. C'est-à-dire qu'en effet, quelqu'un qui va dans une direction qui est plutôt positive et ses items corporels qu'on observe montrent plutôt une incongruence en lien avec ce qui est dit, on va pouvoir conclure à du mensonge beaucoup trop fort, mais en tout cas à une problématique. Et si on veut savoir précisément pourquoi, enfin, quelle est la problématique de la personne, il faut pouvoir poser des questions. Là encore, je ne sais pas si ça rassure des gens, mais en tout cas, on lit pas dans la tête, on lit dans la tête de personne. Oui, on va voir que telle personne n'est pas très à l'aise quand elle parle de tel sujet. Oui, on va voir que telle personne met de la distance sur tel mot. Oui, on va voir à l'inverse qu'une personne est authentique quand elle dit qu'elle est triste, quand elle dit ceci, quand elle dit cela. Mais le pourquoi du comment elle est triste, le pourquoi du comment elle est authentique, le pourquoi du comment il y a une problématique dans ce qu'elle est en train de raconter, si on ne peut pas poser de questions, on peut émettre des hypothèses, mais on ne peut pas en être sûr. D'autant plus que si on fait un parallèle avec la médecine, le fonctionnement est un peu le même. En médecine, on a des symptômes qui permettent aux professionnels de santé, médecins et autres, d'arriver à une pathologie, à une maladie. Il y a une vingtaine, me semble-t-il, mais je ne suis pas médecin, il y a une vingtaine de symptômes qu'on appelle pathognomoniques, c'est-à-dire que ces symptômes, à eux seuls, permettent de savoir qu'automatiquement, même si ce n'est pas le seul symptôme et qu'il y en a d'autres, un seul symptôme parmi ces 20 permet de conclure à telle ou telle maladie.
En synergologie, dans l'analyse comportementale, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a une vingtaine d'items, on ne parle pas de symptômes, mais d'items, qui se suffisent à eux-mêmes pour traduire une problématique, pour traduire une curiosité, pour traduire ceci, cela. Mais globalement, ça va plutôt être une compilation de différents items. Soit on en voit un et ensuite on pose des questions, soit on en voit plusieurs qui sont abordés pendant le sujet, qui vont nous permettre de nous assurer que la problématique est celle-ci et où que euh, sur un sujet donné, eh bien, si on brasse ensuite différents aspects du sujet dans les questions ou si le sujet, enfin, l'interlocuteur parle de plein de sujets, etc., bah, le fait qu'il y ait plusieurs items qui s'additionnent va nous permettre d'affiner le point sur lequel il y a une problématique, ou en tout cas une incongruence ou une congruence. Et donc voilà comment ça marche. Donc j'espère que c'est clair. Ensuite, est-ce que ça marche tout le temps et pour tout le monde? Oui. Attends, je te fais Et une quand je petite dis pause. ça, je Je m'inclus fais dedans. une mini parenthèse, Louis-Augustin, parce que on souhaite le bonsoir à Le Pastis 51 de Marseille. Effectivement, c'est l'heure de l'apéro. Donc, bonjour Le Pastis. Et du coup, il nous demande si c'est une association. Et non, c'est une interview de Louis-Augustin qui nous parle comment il est devenu analyse comportementale et comment la synergologie voilà, l'aide dans son métier. Donc, vas-y, je te laisse continuer. C'est ça. Bienvenue donc. Alors, on parle beaucoup de synergologie et ça me va bien, c'est avec plaisir. Dans les outils que j'utilise, il y a de la psychologie, il y a de la programmation neurolinguistique, il y a de l'analyse transactionnelle, il y a Paul Ekman Group. Enfin, donc, il faut savoir que ma façon à moi et donc dans le quotidien de mon métier de l'entreprise, c'est une somme d'outils qui vont se compléter, qui vont s'imbriquer, parfois beaucoup, parfois pas beaucoup, qui vont permettre d'avoir une analyse comportementale qui soit la plus pertinente possible. Ce qui est vrai, c'est que la synergologie est une bonne partie est un outil que j'utilise beaucoup. Donc pour revenir, pour refaire le lien, oui, oui, je me vois parler là, je me vois avoir des axes de tête qui bougent. Oui, oui, à chaque fois qu'on parle, notre non-verbal s'exprime également. C'est Albert Mehrabian, me semble-t-il, je crois que c'est Albert son prénom, Mehrabian, j'en suis quasiment sûr, qui disait que, il y a quelques dizaines d'années que selon lui, 97% de la communication était non-verbale. 97, c'est probablement un peu beaucoup, et puis je crois que ça a été un peu remis en question. Enfin bon, peu importe, Ouais, même c'est si assez c'est que décrié, ouais. 75 ou même ça reste énorme. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc oui, oui, au fur et à mesure, déjà, l'être humain ment tous les jours, plusieurs fois par jour. Je crois que les dernières études que j'ai lues parlaient de 5 à 6 fois. Mais là encore, le mensonge, comme les biais cognitifs, ne sont pas forcément négatifs. Il y a des mensonges qui sont pertinents, enfin, ou en tout cas qui sont utiles, qui font plaisir et qui ont une certaine utilité. Donc on ment tous plusieurs fois par jour, on manipule ou on influence en fonction de la façon qu'on a de voir les choses. On manipule ou on influence parfois soi-même, et c'est peut-être un peu problématique, et souvent les autres plusieurs fois par jour. On se fait biaiser plusieurs fois par jour également. Donc oui, oui, dès lors qu'on est en interaction avec quelqu'un, parfois même tout seul d'ailleurs, eh bien, notre non-verbal s'exprime, notre corps s'exprime, et il y a des choses à dire, il y a des choses à observer. Heureusement, par contre, souvent, c'est congruent. Ouais, ok, la congruence. Et toi, tu sais ce que tu recherches en tant qu'analyse comportementale, c'est les incongruences. Donc du coup, pour être pratique, parce que là on parle de signes et d'orientation de tête, mais effectivement, on n'a pas défini ce que c'était que la synergologie, mais concrètement, toi, en tant qu'analyste, tu vas regarder le comportement d'une personne, ses mouvements de tête, ses clignements d'œil, d'épaules, pour pouvoir justement chercher des incongruences, comme tu disais, qui permettent au cerveau un peu de décharger une certaine énergie qui n'est pas à la bonne place au bon moment, ou parce qu'on est surpris, ou parce qu'on n'est plus dans ce mode automatique, ou on nous demande justement de faire plus, d'être plus focus en fait. Alors, la synergologie, donc en effet, pour revenir là-dessus, c'est une discipline qui a été développée, enfin, et puis qui est toujours développée par le docteur Philippe Turchet, qui est un franco-québécois, enfin, ou français, d'origine en tout cas. Donc, c'est enseigné dans plein de pays à travers le monde. Il y a un institut européen de synergologie qui est le seul à former la synergologie. C'est une discipline qui aide à appréhender la communication d'un individu grâce à la structure de son langage corporel.
Et dans mon métier, l'idée n'est pas de relever que les incongruences, que les non-congruences. Et heureusement. Parce que sinon, ça n'engage que moi, mais peut-être il y aurait de quoi devenir un peu fou. Heureusement qu'il y a une grosse partie de l'analyse aussi où on relève ce qui est congruent et que sur voilà, un client qui nous demande de s'assurer de la bonne compréhension de la fiche de poste d'un candidat ou de sa réelle motivation, heureusement que souvent, on voit des choses qui sont congruentes, on voit des choses qui tendent vers la vérité, heureusement que l'idée, c'est pas que de voir le mal partout et c'est pas que de voir ce qui va pas, etc. Bien au contraire. Donc oui, de temps en temps, il y a des choses qui sont non congruentes. C'est pas forcément parce qu'elles sont non congruentes qu'elles sont négatives. Euh, on parle pas mal d'entretien, mais c'est vrai, encore une fois, dans le cadre de rendez-vous commerciaux ou dans le cadre de rendez-vous divers et variés. Si on reste sur le cadre de l'entretien, par exemple, euh, un candidat peut montrer un signe d'incohérence quand il parle de la relation avec son dernier boss. Et peut-être que c'est parce que son dernier boss a fait preuve de harcèlement, si on prend un exemple un peu gros, et cette incongruence va faire que lui, parce qu'il est très mal à l'aise avec ça, je parle du candidat, eh bien, va pas oser parler de ça, va plutôt chercher à le cacher. Donc oui, il cache quelque chose, mais qui n'est pas forcément négatif. Alors on peut se dire, il n'a peut-être pas fait le travail de gestion du trauma, supposons qu'il y ait un trauma, etc. Peut-être, cela étant dit, c'est pas à nous d'en juger, entre guillemets. Mais parfois, les incongruences ne sont pas négatives non plus. Je ne sais pas si mon exemple est clair et s'il faut que j'en trouve d'autres, mais heureusement que je passe pas mon temps tout le temps à relever ce qui va Ouais, pas, entre guillemets. ouais. Heureusement que ça soit en bienveillant. Et surtout, même quand parfois ça va pas, si tant est que ça puisse ne pas aller avec des incongruences, parfois elles sont justifiées. Et puis en posant des questions, on arrive à être pertinent et puis à clarifier le point. Une fois que c'est clarifié, après en général, ça va. Ok, ok. Et du coup, j'aimerais savoir, pour un peu revenir sur Lie to Me, mais surtout, en fait, qu'est-ce que tu as vu dedans? Est-ce que c'est un peu des super pouvoirs? Est-ce que, enfin, tu vois, parce que moi, j'en parlais ce matin. En fait, on passe notre temps à communiquer. Quand on communique pas avec les autres, on communique avec soi-même. Du coup, mieux communiquer avec soi-même, mieux communiquer avec les autres, c'est un travail sur soi, mais ça permet aussi d'être plus efficace. Et du coup, il y a vraiment des mécanismes, des automatismes. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu, en fait, est-ce que t'es satisfait et c'est ce que tu cherchais? Enfin, tu vois, c'est un peu ça que je me demande. Écoute, alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il faudra que j'en parle à mon psy la prochaine fois que je le vois sur le pourquoi du comment. En fait, je sais pas trop je sais pas trop expliquer pourquoi est-ce que j'ai été fasciné par cette série au départ. J'ai tendance à penser que c'est pour ça que je parlais de Quentin, mon colloque de l'époque. Je pense qu'il y a vraiment eu une espèce d'engrenage. Je pense qu'on s'est un peu monté le bourrichon, mais j'en suis très content. Je pense qu'on s'est vraiment dit, tiens, mais est-ce que c'est possible déjà? Parce que nous, on n'en avait jamais vraiment entendu parler avant de cette espèce de détection de la vérité, etc. Donc, est-ce que c'est possible? Et en effet, ça nous a fascinés et je ne sais pas trop dire pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu un effet de groupe tous les deux. Peut-être parce que la vérité, avec l'éducation qu'on a reçue, nous a semblé être une fin à rechercher en soi. Peut-être parce que Cal Lightman, donc Tim Roth dans la série, est imblairable et que à cette époque-là, j'avais besoin de m'émanciper ou je sais pas trop, probablement un mélange de tout ça. En tout cas, la saison 1 de Lie to Me est supervisée par Paul Ekman et donc elle est plutôt authentique. Enfin, tout ce qui est décrit en termes de micro-expression, etc., est pertinent. Et je me rappelle, moi, au début, avoir pris des notes, etc., pour apprendre au fur et à mesure avant d'avoir commencé la synergologie. Les saisons 2 et 3, c'est un peu moins le cas. Euh, je crois que j'ai perdu ta question. Enfin, en tout cas, pourquoi je fais ça Est-ce que t'as Écoute, ouais, trouvé ce que donc tu j'ai voulais commencé en comme ça fait? avec Ou plus même? alors, j'ai envie de te dire oui parce que à l'heure actuelle, mon métier au quotidien me passionne. Moi, j'ai deux, trois champs d'intérêt, de passion, enfin, la psychologie, le comportement humain et la philo. Et globalement, dans la façon que j'ai de vivre mon entreprise et de vivre mon métier au quotidien, je me sens plutôt épanoui et plutôt très épanoui par rapport à ça. Donc j'ai envie de te répondre oui.
Surtout que, encore une fois, je ne regrette pas du tout mon master en entrepreneuriat d'école de commerce. Donc, et au quotidien, parce que je travaille avec les entreprises, il y a un bon match entre, surtout avec la partie active de nos métiers en lien avec la négociation et la médiation. Où là, on est proactif, on est concrètement dans le dur, entre guillemets. Donc, j'ai l'impression que c'est un bon match. Il y a pas que de l'humain, il n'y a pas que du business. Il y a un bon mélange des deux. Enfin, en fait, il n'y a pas que de l'humain, j'entends. Il n'y a pas que de l'analyse comportementale. Il y a quand même de l'humain tout le temps et ça me va très bien. Donc, je pense être satisfait, oui. J'ai envie que ça. J'ai un peu d'ambition pour le cabinet, etc. Donc j'ai envie de toujours plus et tout, mais je dois avouer que je suis quand même plutôt content, plutôt très content de ce qui se passe, de comment ça se passe. Je suis content aussi que les clients soient contents. Donc ouais, ouais, la fille est belle. Ah, trop bien, trop bien. Et ce qui est, bah, en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est ce que je disais dans une autre Jedi Classroom. En fait, c'est comment en un épisode, ta vie aussi a basculé et où, au final, comme moi avec la magie, où j'ai commencé avec quelqu'un et pareil, ça s'émule en fait, parce que enfin voilà, tu te renseignes chacun et puis tu arrives avec des infos que tu as envie de partager. Et du coup, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait là maintenant. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est assez fou en fait de voir que un épisode d'une série peut influencer ta vie ou même n'importe quoi, une phrase que dit quelqu'un. Enfin, ça se joue à rien du tout quoi. C'est claquement de doigts en fait. Ça, c'est un tour de magie. Alors, ben, c'est vrai que c'est magique. Alors, est-ce que c'est uniquement un épisode? Enfin, oui, en ce sens que voir le C'était le premier premier. épisode, ça m'a donné envie de voir le deuxième, le troisième, le dixième, le vingtième, qui m'a du coup amené là. Après, est-ce que un épisode en soi m'a. Enfin, d'abord, quand je regardais la série, ou même quand j'ai commencé à me former à mes différents outils, notamment la synergologie, euh, moi, j'ai un master en entrepreneuriat, je suis plutôt entrepreneur, donc je me doutais bien qu'un jour, ça me servirait, etc. Mais de là à en faire mon métier, j'y ai pas du tout pensé. Enfin, en commençant à regarder Light to Me. Alors après, c'est vrai que Lightman dans Light to Me, par ses capacités, etc., me motivait, me faisait envie. Mais bon, au départ, ça restait, et puis j'étais encore en études, donc ça restait de l'ordre de l'inatteignable, ou en tout cas du rêve, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique, je pense, en effet, qui s'est passé. Et moi, j'adore l'humain, j'adore rencontrer des gens, j'adore échanger. Et en effet, il y a ce côté un peu magique, parce qu'il y a un bon fit, parce qu'il y a un bon challenge, parce qu'il y a, enfin, ouais, c'est top. Et en ce sens, les rencontres humaines et l'être humain est quelque chose d'hyper puissant et d'hyper intéressant et un objet d'étude euh, Ouais, très c'est riche. infini en fait, tellement de possibilités avec toutes les personnes en fonction de la situation, en fonction de tellement de paramètres à prendre en compte. Effectivement. Et mince, j'avais. D'autant plus que Oui, vas-y. D'autant plus, pardon, que c'est d'autant plus infini que les neurosciences font énormément d'avancées. La psychologie et toutes ces disciplines sciences qui s'intéressent au comportement humain au sens très large. Mais ça étant dit, on estime, alors ça c'était vrai il y a quelques années, il y a un an et demi ou deux, on estime qu'on est si on devait faire une comparaison entre notre connaissance du cerveau, du fonctionnement humain et la vie d'un être humain sur Terre, on est aux premières années de vie. Et donc, on est au premier pourcentage de connaissances enfin, on en sait de plus en plus, on en sait pas mal, etc. Mais il reste encore un champ des possibles de découverte colossal sur comment ça marche, pourquoi ça marche. Et peut-être que c'est propre de la science. Peut-être que des choses qu'on connaît, enfin, dont on est sûr aujourd'hui, peut-être que demain, après-demain, et c'est vrai également avec la synergologie, peut-être que des choses qu'on tient pour acquis aujourd'hui seront fausses, ou en tout cas seront plus précises et seront peaufinées dans les mois ou années à venir. Mais en effet, je te rejoins, il y a énormément de choses à découvrir et puis il y a plein de découvertes à faire. Et on en sait beaucoup, mais on ne sait rien au regard de tout ce qu'il y a à savoir
notre fonctionnement et sur le fonctionnement du cerveau notamment. Donc, je voulais te poser une autre question au niveau de tes sens, du coup, puisque tu dois être quelqu'un qui observe beaucoup, puisque du coup, tu dois être toujours, enfin voilà, observer. Comment tu t'entraînes à plus observer? Comment tu t'entraînes Est-ce que tu vois plus de choses que les autres, ou est-ce que tu vois la même chose, mais tu sais où regarder? C'est une très bonne question. Alors, pour revenir sur l'observation, quand j'ai commencé la synergologie, parce qu'en fait, c'est un processus qui prend euh, à peu près 1 an et demi. Donc, c'est un processus assez long qu'on peut faire en cours du soir, etc. Enfin, qui est aménagé pour des professionnels. Je ne sais pas si c'est un diplôme qui intéresse certains de nos interlocuteurs, auquel cas je serais ravi de dire un peu plus. Mais en tout cas, enfin, voilà, c'est un parcours qui s'étale un peu dans le temps. Et moi, quand j'ai commencé, étant un peu plus jeune, étant un peu impatient, je ne comprenais pas pourquoi il y avait besoin d'attendre autant. Et moi, j'aurais adoré faire ça de manière accélérée. Et en fait, a posteriori, heureusement que c'est pas autrement. Et notamment parce que ça nous aide à exercer notre observation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des niveaux en synergologie, on apprend des choses. Et entre chaque cours, on a justement du temps pour voir d'abord des axes de tête, d'abord des choses qu'on commence à regarder, et puis d'un cours à l'autre, on regarde ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais on regarde toujours la chose de départ. Et donc, en fait, grâce à ce parcours qui prend plusieurs années, et bien, en fait, malgré nous, parce que ce qu'on apprend est séquencé, eh bien, on regarde, enfin, on regarde de plus en plus et on devient habitué à apprendre de plus en plus de choses. Du coup, je fais le lien avec est-ce qu'on regarde tout ou est-ce qu'on regarde ciblé? Je sais pas, je pense que c'est un peu des deux. On a une théorie, alors je sais pas si c'est vraiment une théorie, mais du ballon qui passe. Euh, Si on fait une comparaison avec la voiture, quand on conduit, enfin, quand on conduit depuis quelques années, on regarde pas tout. Il y a une espèce d'habitude qui se met en place. Cette habitude, elle est assez bien expliquée par la PNL, la programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si c'est elle qui a mis ça en exergue, mais en tout cas, moi, c'est là que je l'ai appris. Il y a 4 stades dans l'apprentissage. On est d'abord inconsciemment incompétent, on devient consciemment incompétent, on devient consciemment compétent et on devient inconsciemment compétent. Donc, si on revient à cet exemple autour de la voiture, quand on commence à conduire, c'est fatigant, il faut qu'on garde tout, il faut qu'on ait les mains à 10h10, il faut que ceci, que cela, il faut qu'on soit accompagné, etc. Et puis après des mois ou des années, ça devient naturel, parfois trop, enfin, on conduit un peu plus vite, on fait peut-être moins attention, on peut commencer à discuter, à écouter la musique, etc. Et, euh, et parce qu'on sait que les feux rouges, les stops ou les sens interdits peuvent être très dangereux, on a appris que voilà, quand on voit quelque chose, même de manière inconsciente, on va freiner, on va s'arrêter, etc., etc. C'est un peu pareil en synergologie, à la différence que les feux rouges et les stops, pour les synergologues, sont peut-être un peu différents. Il y a des gens, il y a des synergologues, il y a des collègues synergologues qui adorent, et puis c'est pas forcément leur métier au quotidien, mais ils adorent les axes de tête, ils adorent la nutation, ils adorent les signes, les items pathognomoniques, et puis il y en a d'autres qui préfèrent les croisements de jambes, qui préfèrent les micro-démangeaisons, enfin tu vois, je pense que c'est un peu des deux. Donc, je pense qu'on a une sensibilité en tant qu'être humain liée avec la systémie de notre métier, par exemple, liée avec plein de choses. Je pense qu'on a un peu on finit par devenir focus sur des items qui nous parlent un peu plus ou sur des choses qu'on préfère regarder. Et puis, il y a aussi, surtout pour quelqu'un comme moi qui en fait beaucoup et dont c'est un peu le métier, il y a aussi, euh, en fonction du contexte, en fonction de la personne, en fonction des ballons qui passent, et puis en fonction du début du rendez-vous ou pas, une espèce de généralité qui va se mettre en place. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, ouais, complètement. J'étais en train de réfléchir aussi, parce que je regarde beaucoup les décryptages de Fabien Olicard de différents discours. Est-ce que tu regardes un peu, t'aimes bien? C'est quoi tes différentes inspirations du moment? Alors Fabien Olicard, c'est un mec que j'ai connu grâce à un collègue à l'époque, parce que avant de me lancer, j'ai bossé dans une start-up, Ouais. et c'est un collègue, Clément, j'arrête de faire du name dropping, mais bon, c'est un de mes collègues de mon taf à l'époque qui m'a parlé de ce mec-là. Il était beaucoup moins connu. Il devait avoir, là je crois que j'ai vu hier qu'il était à 1 700 000, quasiment 2 millions, enfin c'est colossal et Ouais, il fait du bon travail. ouais, c'est top. À l'époque, il devait être à 300 400 000.
C'était il y a longtemps. Mm. Ouais. Écoute, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait parce que je trouve le mentalisme assez intéressant. J'ai un autre ami qui est un peu moins sur YouTube, mais qui est un très bon mentaliste français avec lequel Fabien, d'ailleurs, Fabien Olicard fait assez souvent des shows à la télé, etc. Enfin bref, je trouve le mentalisme assez intéressant, assez complémentaire de tout ce que je fais, même si, encore une fois, bon, j'espère, bon, je pense qu'ils le disent très bien eux-mêmes, mais il y a pas, il y a rien d'extra lucide, il y a rien de malsain dans le mentalisme. C'est une espèce de magie mentale, et comme la magie, tu le sais mieux que moi, bah, c'est de la manipulation, c'est de l'observation, c'est ceci, c'est cela. Donc Fabien Olicard, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai lu certains de ses bouquins, j'ai offert certains de ses jeux, etc. À différentes occasions. Donc je trouve ça hyper pertinent ce qu'il fait. Pour ce qui est de l'analyse des vidéos, et notamment celle de Macron, alors j'ai pas regardé la dernière. Je les ai pas toutes regardées, pourtant je suis abonné, mais ça n'a pas dû m'être poussé sur mon YouTube. Peut-être que je suis trop de chaînes, enfin bref. Euh, J'aime bien sa façon de faire pour plusieurs raisons. D'abord parce il met bien en avant le fait que ça n'engage que lui. Il met bien en avant le fait que c'est souvent un peu de l'ordre de l'intuition, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il se plante pas trop parce qu'il est quand même assez expérimenté. Mhm. J'aime bien sa façon de faire parce qu'il ose. J'aime bien sa façon de faire parce qu'il sait expliquer le pourquoi du comment. Puis il sait se remettre en question. Il y a à l'époque, alors malheureusement il est décédé et paix à son âme, mais il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Messinger qui a fait pas mal de bouquins sur le non-verbal. Le non-verbal pour les nuls ou décrypté. Enfin, je pense que tous ceux qui se sont un peu intéressés au non-verbal ont lu ou en tout cas ont vu des bouquins de lui. Et lui, il avait une approche beaucoup moins qualitative et beaucoup moins de remise en question et beaucoup moins critique que celle de Fabien Licard. Donc voilà, Et si je il y en devais a donner d'autres, parce que là je te des parle de conseils qui forcément n'engagent le que moi. plus, le plus connu, enfin voilà, celui qui me venait en tête parce que j'ai vu la vidéo hier sur le couvre-feu. Mais si t'en as d'autres ou des gens que tu Ouais. suis. Bah, moi, j'ai un collègue synergologue qui fait Alors, je sais pas si c'est sur YouTube. En tout cas, je sais qu'il le poste pas mal sur LinkedIn. J'imagine qu'il doit être sur YouTube aussi, où il fait des décryptages comme ça, assez rapides, peut-être moins poussés. Il en fait plus, mais peut-être plus court. Qui est un synergologue qui s'appelle Arnaud Verdu. Ok, Alors après, je voudrais pas parler que de synergologue. Il y a Stéphane Bunard aussi, qui est un vieux synergologue. Par vieux, j'entends, il n'est pas particulièrement âgé, mais par vieux, j'entends expérimenté, qui est synergologue depuis plus longtemps que moi, qui écrit des bouquins. Si je devais mettre en place une espèce de parité, il y a Elodie Mielzarek, qui est sémiologue également, et qui, pareil, elle aussi écrit des bouquins sur la synergologie, sémiologie, enfin, ce mélange des deux. Si je devais sortir un peu du champ de la synergologie pour recommander des vidéos ou des ouvrages sur la psycho. Alors, Système 1, Système 2, moi je trouve ça passionnant parce que j'aime bien cette démarche, parce que le côté scientifique de la chose m'intéresse. Après, c'est c'est pas forcément simple, facile à c'est un lire. bon modèle. Euh, Quoi tu dis? C'est simple, c'est un bon modèle qui permet de donner des bons exemples et de se faire une bonne représentation déjà d'un dialogue déjà entre ces cerveaux qui donne déjà des concepts intéressants. Ouais, moi je le trouve, il est ouf ce bouquin. Bah, il est ouf. Moi, je le trouve pas si facile. Enfin, tu vois, c'est pas le genre de... Parce qu'il fait plusieurs centaines de pages déjà. C'est pas le genre de bouquin que je recommanderais à quelqu'un qui est pas un peu sensibilisé ou qui est pas un peu intéressé par le sujet. Ouais. Oui, ça se lit, oui, c'est compréhensible, mais ça reste un peu universitaire, c'est pas le terme, mais c'est pas le genre de bouquin que je recommanderais comme ça a priori. Peut-être que des bouquins de vulgarisation un peu plus faciles à lire, du type Votre cerveau vous joue des tours d'Albert Moukébert. Bon, alors là, c'est peut-être l'extrême inverse. Je sais qu'on en a parlé tous les deux, mais je trouve que ça donne des bons outils où je sais que vous mentez de Paul Ekman aussi. Je sais que. Est-ce vraiment moi qui décide de Dan Ariely? Là, je pense qu'on est sur des ouvrages plus rapides, plus courts à lire, avec peut-être un peu plus d'exemples concrets et peut-être un peu plus faciles à lire parce que plus vulgarisés. Ok, Je crois trop que tu as bien. lu plusieurs de ces bouquins-là, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, si, bah, très bon bouquin. Et puis oui, le cerveau vous joue des tours, bah, très complet, enfin,
sur tous les biais cognitifs et avec des exemples pratiques aussi. Donc, et puis des petits exercices. Donc ouais, très, très sympa à lire. Votre cerveau vous joue des tours. Bah du coup, j'ai Je fais une essayé de petite noter. parenthèse parce Oui, que je fais une petite parenthèse parce que je l'ai sous les yeux et qu'on parle de bouquins. C'est pas ça, on sort un peu du sujet, mais pour ceux qui en auraient envie, je vous recommande vraiment la lecture du Cygne noir de Nassim Nicolas Taleb. C'est passionnant. Vous allez probablement vous aider à développer votre esprit critique. Il faut s'accrocher un peu quand même parce qu'il y a un peu de pages, etc. Mais le premier. Il écrit plusieurs ouvrages. C'est son premier que je lis. Et pour le coup, je recommande à tout le monde de prendre un peu de temps pour se plonger dedans. C'est une super lecture. Après, bon, je vais vous le montrer du coup. C'est vrai que c'est un bouquin un peu chiant à lire en soi parce qu'il est assez costaud. Bon, bah oui, c'est écrit. petit. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait de format de poche, donc ça c'est le côté un peu chiant. Mais sinon, c'est vraiment hyper pertinent, hyper intéressant et ça nous aide dans la vie de tous les jours, me semble-t-il. Je pense qu'il y a plein de gens qui devraient le lire. Ok, bah La super, hein. puissance de l'imprévisible. La puissance de l'imprévisible. Merci, merci beaucoup. Et du coup, juste bah, Marquez-la. pour finir, le signe noir, la puissance de l'imprévisible. Ok, bah merci beaucoup pour le conseil. Pour finir, juste dernier, du coup, magicien de la communication, est-ce que, euh, est-ce que tu penses que tout le monde est magicien de sa communication? Comment est-ce que les gens pourraient s'entraîner sur leur négociation, sur leur communication? Moi, je voulais d'ailleurs te dire une chose que tu m'as fait réaliser, c'est qu'en fait, tout est un peu négociation et que dans notre vie de tous les jours, comme dans notre vie professionnelle, il n'y a pas souvent des négociations, mais il y a quand même un certain échange, influence ou manipulation en fonction de si tu es bienveillant. Et effectivement, du coup, c'est à tous les niveaux, en fait. Tout le monde est concerné, effectivement, parce qu'on communique tous et tout le temps, quoi. Est-ce que c'est un bon mot de la fin? Ouais, alors je pense qu'on est tous magiciens de notre communication. Euh, Comment développer un peu ça? Par le training. Alors, la lecture, mais bon, ça c'est des formations professionnelles, entre guillemets. Je pense que la lecture, et notamment celle dont on a parlé, est une vraie bonne source de challenge personnel, de découverte et donc de développement personnel, personnel au sens de sa personne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme... Donc, à part lire certains ouvrages aussi sur des sujets qui vous intéressent, plus ou moins scientifiques ou pas, je pense que c'est un bon point. Alors, pour ce qui est de l'analyse comportementale et de vos comportements, je pense que le mieux, c'est vraiment pas de se dire il faut que j'arrête de faire ceci, il faut que j'arrête de faire cela, ou en tout cas, si comportementalement il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas très à l'aise, c'est pas en essayant de vous forcer de plus les faire que ça fonctionnera. Si vraiment vous avez envie de travailler que ce soit sur votre comportement verbal, non verbal ou même comportemental au sens psychologique du terme, euh, il faut creuser un peu sur le pourquoi du comment et naturellement, il y aura des changements qui se mettront en place corporellement si besoin. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, moi j'ai tendance à penser on parlait de voiture tout à l'heure, on emmène notre voiture au garage au moins une fois par an pour une révision, pour tout un tas de choses. C'est pareil pour nous. Alors peut-être pas à nos âges, mais en tout cas c'est conseillé d'aller chez le généraliste au moins une fois par an, ou chez le dentiste, etc., pour faire de la prévention du suivi. Je pense que d'un point de vue psychologique, et ça me semble être très lié avec le non-verbal, je pense qu'on gagnerait tous une fois par an, plus, enfin, ou peut-être plus, parce qu'une fois par an, je ne sais pas si c'est très utile, mais à avoir un suivi un peu psychique, psychologique, parce que de là, on découlera tout un tas de choses sur le comportement et notamment sur notre bien-être intérieur, qui me semble être un point assez important à essayer de rechercher. Je ne sais pas si c'est le genre enfin, de réponse à la question que tu attendais. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si J'attends pas j'ai de bien répondu à ta réponse question. en C'est particulier. moi qui dis L'idée, c'est de débattre, de discuter ensemble. Du coup, ouais, je trouve que bah, c'est intéressant ouais, voilà, de voir ton point de vue, comment tu as développé un peu toutes ces soft skills, tous ces skills, du coup.
qu'elles sont multiples en fait et que du coup tu les combines aussi voilà comme un magicien mais après c'est ce que donc effectivement dans les Jedi Classroom on a parlé de ces 4 étapes de l'apprentissage, comment est-ce qu'on change ces mécanismes. Je sais que tu as un gros adepte de défis aussi. Pourquoi ce sera la dernière question je pense. Qu'est-ce que tu as fait comme défi, qu'est-ce que ça te permet? Alors, je vais répondre à cette question avec plaisir. Avant, pour revenir rapidement sur mon parcours, etc., et sur des conseils, que ce soit pro ou perso d'ailleurs.